Comme je l'ai déjà dit, quand on ne sait plus où on va, il est toujours bon de regarder dans le passé et de se rappeler d'où on vient. Mon envie de voler est née en 2012 avec l'ULM Pendulaire. J'ai eu besoin de prendre de la hauteur, de voir l'horizon. Le hasard de la vie m'a permis d'acheter un DTA voyageur à 2 étudiants qui venaient de finir un voyage en Méditerranée. Fortement influencés par les aventures de Christophe Gruau, ils avaient une manière bien à eux de brûler la chandelle par les deux bouts. Nous, on a fait n'importe quoi. Moi, je suis quand même voir la banque en disant que j'étais pris à l'université de McGill et que pour ça, il me fallait 20 000 € débloqués pour financer mes études. Tout le but du voyage, c'était de faire déjà un reportage sur l'eau et la gestion de l'eau dans les différents pays. T'expliquer un petit peu comment les populations ont réussi à gérer leur eau. Donc, tout était tourné autour de ça. Mais ça, c'était pas un peu la couverture, un peu quand même? Et on a... un peu le truc pour justifier un peu notre délire. Donc c'était pas l'intérêt premier, mais c'était une très belle histoire à raconter pour aller trouver des financements. Non, il fallait évidemment un prétexte et ça a assez bien marché. Au début, on a vraiment tracé. C'est-à-dire que de Paris, Montélimar, traversée des Alpes, jusqu'au sud de l'Italie, on a vraiment tracé. Puis après, on se posait 3-4 jours, etc. Et après, le reste, on se baladait. Et puis après, ce qui est marrant, c'est que tu avais 2 réseaux. Tu avais le premier réseau qui est autour de l'eau, les contacts qu'on s'était fait avant de partir, etc. Et puis tu avais le réseau des gros timbrés qui avaient leur ULM tout autour de la Méditerranée. Et en Turquie, on s'est retrouvés avec des hurluberlus dingues, quoi. Quand on a traversé la Méditerranée, on n'avait pas de transpondeur. Donc on a coupé le contact radio avec l'aéroport de Rhodes et on s'est mis en rase-motte au-dessus de la mer et on est passé près de Dalaman en Turquie. Donc on est rentré illégalement en Turquie. Et l'aéroport d'Antalya, c'est le trafic d'Orly, je crois, en été. C'est-à-dire que c'est un avion qui atterrit toutes les 30 secondes. Donc contact radio, pas de transpondeur, c'est toujours engueulé. Et on se dit, bon, on va se poser, etc. On n'a pas de transpondeur, enfin, on a un transpondeur cassé. Et donc c'est un aéroport international, il y a des charters qui passent toute la journée à flux continu. Donc on met en stand-by tout le trafic. Et un ULM, ça se pose sur 50 mètres peinard, sauf que là, on a l'équivalent de la piste d'atterrissage d'Orly. Donc on est mort de rire et on se pose juste devant l'énorme tour de contrôle. Évidemment, après, on se fait engueuler. Assez marrant, il y a des nanas de la tour de contrôle qui descendent pour nous voir et donc il y a des photos absurdes devant l'ULM où elles étaient mortes de rire. Et après, il faut repartir. Et quand on est repassé à Antalya, on leur a redonné notre IMAT, etc. Ils ont dit, mais posez-vous sur le parking, ce sera plus simple. Donc on s'est posé sur le parking, parce qu'ils savaient qu'en fait, plutôt que de freiner tout le flot d'atterrissage d'Airbus et de Boeing, on avait besoin de 50 mètres et on était peinards. T'as 2 gars de 22 ans qui ont un sourire comme ça, on s'était amusé à acheter des chemises de pilote, on s'était mis des grades, etc. Mais on avait, soit on était en Bermuda, soit on était en Sarouel, donc on avait un look débile. Et donc directement, t'atterris n'importe où, les gars sont contents de te voir, quoi. On a vraiment été en dèche de thunes, mais dès le début, en fait, on avait très mal budgété. En fait, on dormait soit à la Belle Étoile, soit chez Habitant, parce que les gars, on les faisait trop marrer, quoi. Ouais, par exemple, je me souviens, on arrive justement à Adana et juste avant, on a eu un gros pépin, on s'était pris des câbles téléphoniques, etc. Enfin, ouais. Sur les conseils de l'autre fou dans son ULM furtif, il dit, mais franchement, pour l'essence, on disait, ouais, est-ce que tu as des endroits où on peut se ravitailler, etc. D'autres aéroclubs. Et il me dit, non, mais il y a des stations essence à peu près toutes les 30 bornes ici, il n'y a aucun problème. Et donc, ça nous libère un peu d'un poids. On se dit, ok, station essence. Puis on se balade, on se balade et là, on voit un petit village avec une station essence de village. Donc, on décide de se poser dans le village. On fait tout comme il nous a appris, quoi, à la turque. Et là, on voit mal les câbles et boum, on se les prend directement dans l'aile. Donc, on atterrit assez violemment, mais grâce au DTA, suspension de dingue, etc. Donc, le choc est rude, mais on est en seul morceau l'un et l'autre.
Et je prends mes petits jerrycans pliables et j'arrête une voiture. Et le gars, il voit juste un ULM en plein milieu de son village, il ne comprend pas. Et je lui dis, voilà, il faut prendre de l'essence et tout et tout. Je vais dans cette station essence. Je commence à remplir le premier Gilac. Et là, j'ai un coup de téléphone de Jacqueline qui me dit, c'est la merde, il y a les flics qui arrivent, c'est les flics qui arrivent. Je laisse tomber mon Gilac. Je demande au gars de me raccompagner très rapidement à l'ULM. Le gars va à pleine balle, comprend qu'il y a une urgence, il ne sait pas quoi, mais à pleine balle. Il me pose devant l'ULM. Jacqueline avait déjà démarré le moteur. Il me jette mon casque. Je saute, je ne mets même pas le temps de mettre ma boucle. Et hop, on décolle au-dessus d'une bagnole bleue. Alors, on ne sait pas si c'était l'EDF local ou je ne sais pas quoi. Mais on sait qu'on fuit, quoi. Donc on se retrouve dans les airs avec plus trop d'essence, une aile un petit peu endommagée et potentiellement les flics au cul. Et là, je dis à Jacqueline, non mais là, il faut qu'on arrête, on va trop loin, on fait trop de conneries, quoi. On fait vraiment trop de conneries. Et il me dit, ouais, mais pendant ce temps-là, on n'a toujours pas d'essence, quoi. Et puis on se dit, ah, il suffit de suivre une autoroute, donc on passe, voilà, il y a besoin d'essence, on passe pas 3 heures sur le fait qu'on vient de fuir et de péter une installation téléphonique en plein milieu d'un village. Il faut de l'essence maintenant. Et donc on se dit, en suivant une autoroute, on est sûr de trouver une station essence. Et donc oui, en effet, on trouve une magnifique station Esso. Et donc ce qu'on fait, c'est que on atterrit sur l'autoroute à contresens, en se disant comme ça, les voitures nous verront. Et elles ne seront pas surprises. Donc voilà, on se pose dans la station Esso, hop. Il y avait à peu près, je pense, à peu près 80 personnes dans la station. Pas un bruit. Les gars nous regardaient, genre, il y a une photo géniale où il y a Jacqueline qui remplit gentiment le DTA. Et puis moi, je vais payer à la caisse. C'est un souvenir de bonheur absolu, de liberté totale. Et je pense que ça m'a énormément façonné après. Genre ce qui s'est passé en termes de prise de risque, confiance. Vraiment, Jacqueline avait beaucoup plus de sang-froid que moi et je lui faisais une entière confiance. Et en même temps, je savais qu'il y avait un risque non négligeable qu'on se plante. Mais justement, la prise de risque, l'aventure, on se démerdera, on trouvera un moyen, etc. Moi, ça m'a énormément construit, cette histoire. Énormément, énormément. Les galères, je ne m'en souviens pas, elles me font rire. Et je savais que, comme je te le disais, il y a un moment où on a dû rentrer et on s'est vraiment posé la question, Jacqueline et moi, est-ce qu'on vit un peu comme des clochards volants toute notre vie parce que c'est la liberté absolue? Tu as un point de vue que les autres n'ont pas. Donc à la fois tu as un point de vue quand tu voles, mais aussi puisque tu atterris dans des coins paumés, etc., et que les gens ne te voient pas comme un touriste, mais comme un fou furieux, tu vois des choses différentes. On a vécu 4 jours dans un bidonville parce qu'on avait été accueillis par un mécano de l'aéroport qui nous avait trouvé marrant. On est parti, dès que Jacqueline a eu son emport passager, on est parti le lendemain. On ne connaissait rien à l'ULM. Et vraiment, je pense que l'une des personnes qui doit porter le plus de lauriers sur ce duo de dingue, c'est Jacqueline, parce que des deux, c'était vraiment le plus gros fou furieux, quoi. Et qui avait le plus d'audace. Moi, je me souviens, la veille du départ, je dis quand même, on n'a aucune expérience et le budget n'est pas bouclé. Est-ce qu'on ne devrait pas repousser? Il me dit, non, on s'en fout, on verra, etc. Et on y allait. Et je pense que lui, encore plus que moi, il avait besoin d'y aller. On avait tous les deux cette envie de faire autre chose que l'école de commerce, le stage pourri, on avait besoin d'aller s'amuser à faire autre chose. Parce qu'après, on était les plus extrêmes. Ouais, on a eu pas mal d'emmerdes, on a joué au con, on s'est posé sur un aéroport qui était fermé, des bêtises comme ça, etc., où tout le monde pensait qu'on avait une avarie moteur. On a eu 2 camions de pompiers en urgence qui sont arrivés. Mais donc, on a emmerdé 2-3 personnes. En revanche, on leur rendait bien parce que l'une de mes grandes leçons là-dessus, c'est que quand tu es en mouvement, il t'arrive des choses.
Donc, il faut garder le mouvement. Et l'ULM, t'es une petite mouche qui est toujours en mouvement, etc. Et tu découvres des trucs assez marrants. Le monde de l'ULM n'était sûrement pas encore prêt pour accueillir ces deux mauvais garçons. C'est vrai que le pendulaire a cette drôle de manie de pousser au crime. Et même si je suis moi-même rentré dans le rang, je revendiquerai toujours avant tout d'être un pilote de pendulaire. S'il y a une leçon à en tirer, c'est que derrière chaque machine se cache une histoire. Derrière chaque pilote se cache un aventurier. Whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Ces destins exceptionnels et insoupçonnés sont souvent juste devant nos yeux, sans que l'on ait la faculté de les voir. Et pour preuve, ici même, dans ce hangar, est née la légende de Thierry Barbier. Il y a eu plus récemment Thierry Barbeau. Thierry Barbier, oui. Thierry Barbier. Ah, Thierry Barbier. Je me souviens, quand il est passé au Québec, il partait pour traverser l'Atlantique. J'ai des copains qui l'ont retenu au dernier moment en disant « Attends, on va réviser ton moteur ». Il a dormi dans mon avion au Québec, je me souviens. Et puis maintenant, il a disparu. Hein. Ah bah écoute, moi Thierry, je l'ai connu par l'entretien de sa machine, hein, parce que bon, c'était aussi un copain, mais bon. Il se trouvait qu'il était au même endroit de mon club. Après, on a partagé un même hangar. C'est un cas qu'on rencontre une fois tous les 100 ans dans son secteur. Thierry, c'est quand même un personnage le plus mordu, le plus addict, le plus imprégné par l'ULM. Mais c'est vraiment quelqu'un de magnifique, c'est vraiment quelqu'un d'unique. Thierry, il faisait de l'ULM son quotidien, c'est-à-dire c'était ça. Il pensait ULM, il vivait ULM, il mangeait ULM. Il se définit comme étant un citoyen du monde. Il aime bien ça. Et c'est vrai que il parlait un peu anglais, un peu espagnol, et il se démerdait toujours, tu vois. Quand il a fait l'Amérique du Sud, tu vois, il a monté des flotteurs sur son Sky. Il est resté 1 mois en Amazonie, 1 mois sur le fleuve de l'Amazone. Et il passait la nuit, chaque jour, il passait la nuit chez un habitant. Et il mangeait chez l'habitant. Et Thierry, il était très, très simple et très, très humble. Et c'est pas un gars qui était exigeant, tu vois. Il mange n'importe quoi. Il n'y avait aucun protocole avec lui. Vraiment aucun protocole. C'était plutôt quelqu'un de réservé. C'est pas une grande gueule, c'est un mec qui a fait des trucs extraordinaires, qui a fait des images de dingue. Et non, il n'était pas timide, mais il parle pas trop, donc il raconte pas ses exploits. Lui, les exploits, il les vit. Il communiquait vraiment s'il avait besoin ou autre, mais... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne. Moi, à travers Thierry, j'ai connu beaucoup de choses et c'est grâce à lui que j'ai connu, ce monde fabuleux. Et sincèrement, je pourrais jamais oublier Thierry. Bon, il n'était pas très très aimé ici, hein, parce que du par le fait qu'il laissait tout son bazar là, pour pas dire autre chose. Alors effectivement, il n'était pas beaucoup aimé parce qu'il ne prenait pas trop soin des machines. Bon. Il stockait tout un tas de trucs, ça sentait mauvais, il nettoyait jamais, bon. Mais bon, il n'était pas souvent là non plus. Hein. Et je pense qu'il y avait un peu de jalousie parce que les gens devaient savoir qu'il faisait des trucs de dingue. C'est pas péjoratif en disant ça, pour moi c'était le clochard de l'ULM, c'est-à-dire que vraiment il aurait été prêt à donner tout dans sa vie pour pouvoir voler. C'était pas juste une illusion, c'est que vraiment il arrivait à voler avec vraiment rien. Alors que d'autres ont plein de choses, n'arrivent toujours pas à voler ou ne vont jamais très loin. Lui avec rien, il arrivait à aller très loin. Extraordinaire. Avec Thierry, quand on décolle d'un point A pour aller à un point B, supposons tu fais le tracé,
c'est 1 heure de vol. Mais avec Thierry, on ne fait jamais 1 heure de vol. Avec Thierry, on fait toujours 2h30, 3 heures. Pourquoi? Parce qu'il faut tourner. Lui, il avait 2 appareils photo avec lui, 2 caméras sur la machine. Et donc, à chaque fois, il faut tourner pour prendre des prises différentes. Voler avec Thierry, c'était avant tout se laisser porter par la beauté des paysages, se laisser aller à la contemplation. Ces photographies exprimaient avec justesse ce sentiment de gratitude. Donc il venait ici pour récupérer un peu de sous pour repartir. Tu vois, il tourne un peu. Ce qu'il faisait, franchement, j'ai toujours tiré mon chapeau. Hein. Il faisait des reportages extraordinaires. Hein. C'est vrai qu'il était toujours un peu juste, pognon, machin, c'était toujours compliqué. Ils vendent les photos, ils vendent des CD, tout ça, tu vois, il n'avait pas d'argent. Hein. Par tous les moyens, il essayait de gagner un peu 3, 4, 6 sous, et c'est ça que je trouvais attachant. C'était le baroudeur vraiment pauvre, mais il ramasse un peu à droite et à gauche. Et par contre, dans la machine, on avait quand même 3 jours d'autonomie. On pouvait rester, il nous fallait que de l'eau. Donc on avait une tente. On avait un réchaud, on avait des repas, tu vois, que tu peux préparer rapidos, tu vois. Il a eu un crash parce qu'il a mis de l'essence pourrie, qu'il a acheté dans le marché, dans le marché, tu vois, c'est pas dans une pompe. Et donc l'essence était pourrie. Et en vol, le moteur s'arrête. Et comme il était survolé la jungle, la seule solution, c'est de sortir le parachute. Donc il a sorti le parachute et bon, il y a eu lui et le pilote qui était avec lui, mais la machine était cassée. Ils l'ont réparé, ils l'ont remis en vol. Quand il a réparé la machine, l'empennage arrière, il l'a mal réglé. Il était mal réglé, je ne me rappelle pas comment. Et ça commençait à faire des flottings en vol. Et je crois que c'était 2 mois après où il y a eu le crash fatal. Non, la mécanique, c'était pas son truc. Il sous-traitait, il bricolait un peu, mais il sous-traitait souvent. Lui, c'était le vol, les balades, et puis voilà, et puis ses aventures, quoi. Il n'était pas très doué en mécanique. Ah non, moi je pense que c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça que j'ai jamais volé avec lui. Hein. Non mais sérieux. Mais la mécanique, non. La mécanique, ça y avait, donc il trouvait toujours quelqu'un pour la faire. Thierry, quand il voulait, hein, mais jamais avec moi. Hein. Je ne pouvais pas voler avec lui. Hein. Non, mais c'était un personnage attachant, quoi. Hein. Mais bon, voilà, quoi. C'était un aventurier, quoi. Donc, il me fait penser à mon frère. Hein. C'est une catastrophe. Parce qu'en plus, attends, t'as pas un tournevis, non? Parce que je sais plus où elle est ici, mais... Ouais, mais c'est pas facile à ouvrir en plus. Hein, ouais. Ah, c'est bon, avec ça va aller. Ça a toujours été chiante, faut mettre des poignées. Mais combinaison de survie. Bah, il mettait du matos là-dedans, en fin de compte. Non, c'était pas son placard, mais c'est quand il est parti, en fin de compte, il y avait encore ses flotteurs qui traînaient. Et on a nettoyé parce qu'il avait tout un souk, là. Et du coup, on avait gardé sa combinaison. On dit, tiens, c'est quand même dommage de la balancer. Tu veux que je la sorte? Il reste que ça. Hein. Il reste que ça qu'on barre. Tu vois? Quand il est revenu, je pense. Ouais. Ah mais manque terriblement. Tu sais, moi j'ai pleuré, j'ai énormément pleuré, comme sa mère, quand on l'a mis sous terre.
Thierry Barbier n'avait certes pas l'aura de Jean Mermoz. Il n'a pas eu non plus la gloire de Syntex. Pourtant, j'aimais la manière dont il portait son regard sur l'humanité. Il aimait les hommes avant d'aimer les avions. La Terre, son terrain de jeu n'avait pas de limites ni frontières. Thierry était, comme il se décrivait, un citoyen du monde. La mort, pour tous ces pilotes qui font des vols un peu engagés, c'est toujours un compagnon de route. Un compagnon de route, non pas auquel on pense en permanence, mais un compagnon de route qui est là comme un garde-fou pour vous rappeler que... Il n'y a pas de cadeau dans le vol. T'es dans le coup ou t'es pas dans le coup. Il faut s'écouter, il y a des limites, il faut écouter son instinct. Si t'es trop gonflé, à un moment donné, t'auras un pépin que tu ne pourras pas contrer. Il ne faut pas être trop gonflé. Oui, quelque part, on peut avoir l'impression d'être des hommes un peu, qui prenons des risques. Mais en même temps, oui, c'est parce que nous sommes fragiles que nous faisons ça. Et c'est parce que le fait de côtoyer la mort et de se dire que c'est tout à fait possible de côtoyer la mort, parce qu'on a tous des copains qu'on a perdus malheureusement dans cette activité. Bon, j'ai perdu beaucoup d'amis, hein. Sur la photo du premier championnat du monde, sur 10, on n'est plus que 3, pardon. Bon, tout le monde n'est pas mort du LM, mais la majorité si quand même. Et je pense que si ces genres de sport ne se développent pas plus et n'a pas le vent en poupe, c'est aussi parce qu'on est dans une société qui veut se fermer les yeux le plus possible sur la mort. Hein. Puis ça va avec l'idéologie sécuritaire. Hein. Ça me fait pas peur, puis je me dis, si c'est pour vivre et mourir dans son lit, c'est un peu con. Enfin bon, j'espère que ça va m'arriver comme ça, mais dans longtemps. Je peux vous dire que dans ma vie, j'ai mangé beaucoup de jokers. Je suis pas toujours fier. Hein. L'humilité et l'honnêteté intellectuelle, c'est deux qualités, c'est qualité essentielle. Moi, c'est pas l'aspect danger qui me pousse à voler, hein. C'est parce que je suis bien quand je suis en l'air. Je suis heureux d'être là, mais il y a plein de raisons pour lesquelles j'aurais pu perdre la vie pendant ces 70 années. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu ça. Je suis en harmonie avec moi-même. Quand on aime vraiment la vie, on est capable de la mettre en jeu, quoi. Et que si on n'est pas capable de la mettre en jeu, c'est qu'on l'aime pas suffisamment. Enfin, je pense, quoi. En tout cas, moi, je trouve qu'on goûte vraiment plus la vie quand on a conscience de la mort et quand on négocie avec elle de temps en temps dans des situations un peu scabreuses. Mais d'un autre côté, évidemment, on ne peut pas dire c'est très bien, vive la mort. Non, c'est pas ça. Hein, voler, c'est presque un acte de foi, finalement. Mais voilà, oui, il y a un acte de foi, oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr, oui. Voler était donc un acte de foi. Et je le savais, je le sentais au fond de moi. J'avais péché par orgueil. Je m'étais laissé griser par la phraséologie aéronautique, séduit par les lignes racées du MCR, un avion puissant, capable de voler à 250 km/h. Mais j'avais oublié d'y voir ce qu'il est avant tout, un ULM qui sourit. C'est très agréable aussi de jouer à l'avion, quoi. Hein. C'est vrai que quand on joue trop à l'avion, on oublie de jouer à l'ULM, quoi. Et l'idéal, c'est d'avoir les deux, ou alors avoir une machine qui permet un peu un compromis. Bon, c'est ce que j'essaie un peu de faire, mais je suis quand même peut-être un peu trop du côté de l'avion, là. Et c'est assez étonnant, c'est à ce moment, alors que je m'apprêtais à mettre en route, c'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit au loin. Ça venait de la vieille piste, et c'est ici, là où tout a commencé, que j'allais comprendre à quel point j'avais sous-estimé la capacité de l'ULM à se réinventer.
Comme je vous avais dit précédemment, la majeure partie du temps, l'ULM, c'est froid, c'est bruyant, c'est ennuyeux. Il y a pourtant quelques moments de grâce qui font oublier tout le reste. Moi, je trouve que la plus belle chose de ma vie, c'est de me dire que je suis né à une époque où c'était possible de voler. Je crois que c'est Icare, le rêve d'Icare, quoi. Tout le monde a voulu voler, tout le temps. Quand tu es en mouvement, il t'arrive des choses. Il faut garder le mouvement. Apprendre aux gens à voler, je trouve ça super. Et tu te sens rien du tout, quoi. De voler, ça fait rêver tout le monde, c'est clair. On partait, on ne savait pas où on allait, on trouvait une route, on atterrissait. Et regarde comment on vole aujourd'hui en ULM et tu comprendras la société dans laquelle tu vis. Quand on a très envie, rien n'est impossible. Il ne faut pas se limiter, il faut le faire, il faut le vivre. Allez, on y va parce que ça doit être fantastique. Ne te pose pas trop de questions, ça va bien se passer. J'ai compris qu'il fallait qu'on était responsable de ses actes. Ah bah c'est un souvenir merveilleux. Moi j'y pense tous les jours. C'est une bulle dans ma vie, une belle bulle. On est quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai été émerveillé de voir des gens qui avaient terriblement envie de voler. Si je devais recommencer ma vie, je ferais sûrement pareil. Devant un tel spectacle, j'en arrivais même à me demander s'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre du divin. Ouais, s'il y a quelque chose de divin, c'est clair. Voler, c'est un privilège, quoi. C'est un privilège. Je n'ai sûrement pas trouvé toutes les réponses à mes questions. Et je vais continuer ma route, partagée entre mes convictions et mes doutes. Cependant, si on me demande ce que sont devenus mes héros, je crois bien qu'ils sont devenus mes amis. Quoi qu'il en soit, j'avais retrouvé une forme de sérénité. Je pouvais désormais aller en paix, ma croisade était terminée. Pourtant, il me restait juste une petite chose à faire.